Pour beaucoup d'observateurs, le circuit de Spa-Francorchamps est le plus beau circuit du monde. Mais à l'heure où la Formule 1 n'a jamais été aussi populaire, ce tracé de légende doit se battre pour garder sa place dans le calendrier le plus prisé du monde. Alors, comment fait-on pour communiquer autour d'un circuit comme Spa et comment trouver sa place dans l'élite du sport moteur? On en parle dans Bullseye. Bonjour Melchior Watley. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir ici sur Bullseye parce qu'on va parler d'une passion commune, vous ne le savez peut-être pas encore, mais de sport moteur, de Formule 1, de vitesse, de tout. Donc vous avez cette passion aussi. J'ai cette passion-là aussi. Je vous confirme que je l'ai également. C'est pas étonnant, hein, puisque vous êtes à la tête du circuit de Spa-Francorchamps depuis un certain nombre d'années, 2017 pour être tout à fait précis. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, moi j'avais une question très concrète pour vous. Est-ce que vous êtes plutôt Mercedes, Ferrari ou Red Bull ? Je suis plutôt... Alors je ne peux supporter personne, hein, non, mais mon cœur est plutôt pour le moment Charles Leclerc en tant que tel, donc Ferrari. Voilà. Je trouve que quelque part, j'aimerais que son talent, que je crois être vraiment extrêmement là, puisse à un moment faire en sorte qu'il redevienne champion du monde avec Ferrari. Voilà, pour l'histoire, ce serait pas mal. Puis bon, on a eu Mercedes, on a la super domination de Max Verstappen qui là, par contre, au circuit, m'intéresse énormément parce que j'adore qu'ils viennent avec l'ensemble des spectateurs hollandais. J'avoue que la Marie Orange, j'y suis très, 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 très attaché. Mais qu'aujourd'hui, je trouve que ce serait pas mal d'avoir après la vague, hein, peut-être Charles Leclerc, Ferrari. Puis c'est vrai que plus il y a d'équipes qui se battent, mieux c'est. Mais aussi, ça c'est peut-être l'âge qui commence à parler, mais un petit coup de cœur Alonso, quoi. Voilà, il n'y a rien à faire. Voilà, j'ai encore vu Alonso à Monaco, ce qu'il fait depuis le début de l'année, l'argue, la force. Je l'ai vu gagner au Mans, je l'ai vu être champion du monde avec la Benetton. Je le vois aujourd'hui au volant de cette Aston Martin, et puis je me dis, voilà, à plus de 40 ans, on est encore très très jeune. Moi, je trouve que c'est un beau profil de vie, ça m'arrange. Il est absolument incroyable, hein, effectivement, sur le week-end de Monaco. Moi, franchement, pour les qualifs, j'y ai cru. Pour tout un moment, je me dis, allez, c'est bon, il va avoir la pole. Ouais, j'avoue que j'y ai cru aussi, voilà, et ça m'aurait vraiment fait plaisir. Mais enfin, voilà, c'est aussi ça la F1, quoi. C'est magique, c'est fabuleux. Voilà. Mais bon, voilà, c'est clair qu'on a tous un peu le cœur qui parle, la subjectivité qui évolue, mais voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on se pose ces questions-là avec plusieurs personnes, quoi. Tout le monde a un peu ses favoris, certains plus en fonction de Netflix, d'autres en fonction du championnat, d'autres en fonction du sport. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui, reconnaissons la magie qui a pu être générée par rapport à la F1, c'est que tout le monde voit la F1 en fonction de ses envies, en fonction de son passé, en fonction de son expérience. Bien sûr, oui, la F1 qui a pas mal évolué depuis plusieurs années, notamment avec la transition Ecclestone vers Liberty Media. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Mais avant ça, Melchior, moi je voulais revenir avec vous sur justement le rôle que vous occupez à Spa. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer à celles et ceux qui nous écoutent en quoi ça consiste d'être président du plus beau circuit du monde, on peut le dire comme ça? Ah non, on doit le dire comme ça, non, c'est manifeste, hein, en toute objectivité. En toute objectivité, évidemment. Je dis toujours que plus de 2/3 des pilotes de F1, quand on leur demande quel est le plus beau circuit du monde, ils disent Francorchamps. Et les autres... Ah voilà, c'est difficile pour un Français de dire que c'est Francorchamps, par exemple, ou pour un Monégasque de dire que c'est Francorchamps. Tous ceux qui sont un peu objectifs. Et il y a je crois qu'il n'y a aucun pilote belge qui n'oserait pas dire que ce n'est pas Francorchamps le plus beau. Non, je suis président, donc ça veut dire qu'il y a des équipes opérationnelles qui sont présentes au quotidien au circuit. C'est les équipes d'Amaury Bertolomé au niveau du circuit, c'est les équipes de Vanessa Mas au niveau de la F1. Donc au quotidien, il y a un certain nombre de personnes qui bossent au niveau du circuit. Et moi, je chapeaute les 2 conseils d'administration. Je suis une de ces personnes qui suis à la fois et comme président de l'un et comme président de l'autre pour qu'il y ait cette collaboration entre les 2 structures. Hein. Donc, il y a 2 sociétés. Il y en a une qui est le circuit, donc c'est gérer quelque part l'infrastructure. Hein. Donc, la piste, les aménagements, tous les investissements qu'on vient de faire, les nouvelles tribunes. Hein, c'est très parlant et c'est très visible, ça c'est fait par les équipes d'Amaury. C'est eux qui louent quelque part l'infrastructure magique du circuit à tous les événements pendant l'année, en ce compris la F1, en ce compris le WEC, en ce compris la Fun Cup, en ce compris les 24 heures de Francorchamps, en ce compris aussi tous les jours pour des expériences de track day, comme on appelle ça. Hein. Donc c'est des gens qui viennent rouler une journée sur le circuit, qui font des baptêmes de piste, qui font des cours de pilotage, voilà. Ça c'est vraiment le circuit qui... c'est ça, gère l'asset, hein, gère l'actif quelque part, qui est en quelque sorte le circuit, une équipe, et puis une autre équipe qui pendant 3 semaines prend possession de ce magnifique circuit, qui loue quelque part ce circuit pour organiser un événement, c'est la F1. Donc, SpaGP, un événement des moindres, on va dire. Donc, qui est le plus gros événement de l'année, hein, forcément.
Et donc, SpaGP, c'est une boîte qui organise un événement. Et le circuit, c'est une boîte qui gère un actif qui est le plus beau circuit du monde. Voilà. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, l'honneur, d'être le président de ces deux structures en tant que telles. Donc voilà, chacun un peu dans son rôle, chacun dans sa fonction. Eux, ils font le quotidien, ils font en sorte que tout fonctionne. Moi, quelque part, je préside, donc j'ai le beau rôle. Quelque part, c'est lui qui peut regarder sans toujours devoir gérer dans l'opérationnel au quotidien. Alors ça tombe bien justement que vous travaillez en lien avec ce circuit, puisque vous le disiez, vous êtes passionné de sport moteur, d'automobile. D'où elle vous vient cette passion? Parce que c'est souvent une passion, j'ai l'impression, qui commence quand même très jeune pour beaucoup de gens. En tout cas, pour moi, c'est le cas aussi. D'où elle vous vient cette passion à vous? Moi, j'ai toujours été... je suis né à Verviers, donc j'ai toujours été proche du circuit. Et j'ai assez vite baigné dans une famille où il y avait énormément de passionnés de sport auto. Donc que ce soit mon père, que ce soit mon grand-père qui lui était plutôt un moteur voiture en règle générale, mes cousins, donc toute ma famille proche. J'ai toujours été baigné dans le sport automobile. Et donc voilà, ça m'est toujours venu. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour le sport auto. Un petit affect particulier pour le rallye. Donc ça, c'est pas tout à fait circuit, même si on a quand même eu le WRC à Francorchamps. Voilà, un petit affect particulier au niveau du rallye. Mais voilà, moi, la voiture, le sport automobile en règle générale, oui, c'est une passion depuis toujours. Et voilà, Senna étant pour moi Voilà, c'est lui qui a marqué, je dirais, moi, mon amour et ma passion pour le sport auto en tant que tel. Voilà. Donc vous le disiez, passion automobile, gestion d'un circuit. Comment on fait pour allier? Parce que la passion, on dit souvent passion, émotion. Or, le milieu de la F1, on imagine que ça doit quand même être un milieu où il faut être quand même pragmatique, avec des réalités financières qui sont bien concrètes. Comment on fait pour allier les deux sans que la passion prenne le pas sur finalement la gestion et l'approche pragmatique que vous avez 200 fois raison. Je suis passionné, mais quand je suis président du circuit ou président de la F1, là, je représente les intérêts de mes actionnaires. Les intérêts de mes actionnaires, c'est essentiellement la région wallonne. Donc là, l'important, c'est de répondre à l'intérêt de l'actionnaire et ne pas agir en passionné. C'est vrai que quand des gens reprennent, par exemple, des clubs de foot ou justement veulent organiser un événement, le danger, c'est de se laisser guider par sa passion. Il faut pas la mettre de côté, elle peut vivre et tant mieux. Ça peut vous nourrir aussi, j'imagine. Évidemment, et heureusement, et je crois que c'est bon ainsi, mais ça ne peut pas prendre le dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Je dis toujours que pour certains, la Formule 1, ça n'a pas de prix. Si, il y a un prix, il y a des conditions que personnellement, je ne serais pas prêt à défendre auprès de la région wallonne pour maintenir la F1 à Francorchamps. Maintenir la F1 à Francorchamps, ça ne peut pas se faire à tout prix. Alors, certains sont absolutistes dans l'autre sens. Pour certains, il ne faudrait jamais des fins parce que ça ne peut pas s'expliquer. Je suis de ceux qui sont véritablement au milieu de cela, c'est-à-dire je crois en l'intérêt de la F1 pour le circuit de Francorchamps, je crois en l'intérêt de la F1 comme également vecteur d'évolution, de développement, d'avancée technologique, je crois en la F1 comme moteur économique, également pour notre région. Je crois en le circuit également comme outil exceptionnel de développement économique, de développement personnel et de rayonnement de l'image de la région wallonne. Mais pas à n'importe quel prix. Ça doit se faire dans un cadre économiquement viable pour la région, qui respecte l'intérêt de l'actionnaire et dans un contexte environnemental extrêmement important qui doit nous permettre d'avancer. Alors, je suis pas... Voilà, je sais que ce sont des voitures qui tournent sur un circuit. Donc, d'un point de vue environnemental, reconnaissons que ce n'est pas le meilleur truc du monde. Voilà. Par contre, ce n'est pas parce que je ne suis pas conscient de cela qu'on ne doit pas s'améliorer. On refait tout un plan d'analyse de notre empreinte énergétique au niveau du circuit. On a toutes les certifications environnementales de la FIA par rapport à la F1. Voilà, on ne sera jamais les plus verts des plus verts. Voilà. Mais on avance, on va dans la bonne direction et on peut être aussi moteur de ce changement et accompagner ce changement et quelque part jouer notre rôle
dans ce cadre-là. Oui, vous l'évoquez, c'est aussi cet aspect social et mis en avant finalement de la région. Je regardais les trophées du dernier Grand Prix, ils ont été faits dans la région, c'était un truc ultra local, c'est le genre d'initiative aussi que vous prenez et vous servez un peu de la F1 justement comme plateforme pour pouvoir proposer ce genre de choses. Ouais, c'est ça qui est pas facile en termes de communication, hein. On est aussi ici pour parler de ça. Bien sûr. En termes de com, c'est pas évident parce qu'en fait, voilà, on fait un trophée localo, régionalo, super régional. Hein. Donc, c'est trois éléments qui viennent de chez nous pour expliquer d'où on est, nos pieds dans la glaise, l'eau de chez nous, les matériaux hyper locaux du circuit. Hein. On parle quelque part aux voisins du circuit et en même temps, il y a une communication mondiale. Bien sûr. Donc, il y a toujours cette espèce de paradoxe. C'est comment est-ce qu'on parvient à parler à Stavelot, Malmedy, Spa, quelque part, à nos communes, à nos locaux qui vivent pour le circuit, qui adorent le circuit, à l'arrondissement de Verviers, à la province de Liège, voilà. Comment est-ce qu'on parvient à avoir un discours local tout en maximalisant ce rayonnement? C'est pas international, c'est mondial. Oui, bien sûr. Oui. On est là dans un sport qui est le sport qui a la dimension la plus mondiale. Voilà, c'est même plus international que le foot, parce que même aux US, là, la F1, ça marche. Le foot, ils n'y arrivent pas. Ouais. Pas convenablement. La F1, c'est partout. C'est le sport le plus mondial actuel. Donc, voilà, comment est-ce qu'on arrive à faire ça ? C'est vraiment un enjeu de communication qui n'est pas évident, mais c'est aussi la magie. Voilà, vous allez n'importe où dans le monde, il y a Tomorrowland et le circuit de Francorchamps. Ça, normalement, c'est le truc sur lequel on nous connaît mieux que les frites et la bière. Vous avez évoqué justement cet aspect communication qui est très intéressant, cette communication locale, comment on fait pour parler aux gens qui sont attachés au circuit, qui a un ancrage historique, il faut le dire, et puis cette communication mondiale. Et il y a un événement quand même qui est arrivé, qui a transfigurer le sport, c'est évidemment le rachat de la F1 par Liberty Media. Donc avant, la F1 qui était chapeautée par Bernie Ecclestone, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de le présenter parce que c'est un nom quand même qui résonne de manière assez historique dans l'esprit des gens. Donc là, on était vraiment dans une politique où ce gars gérait vraiment un petit peu tout comme il le voulait. Ouais. Il était dans un format très européen finalement. Et puis aujourd'hui, Liberty Media, américain, transition totale. Qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre approche, dans la façon dont on organise un Grand Prix ? Alors, c'est plus le même monde. Ça, c'est clair. Et je ne suis pas nostalgique du moment de Bernie Ecclestone. Du temps de Bernie Ecclestone, ce n'était pas au détriment du circuit de Francorchamps, parce que je crois qu'il aimait plutôt bien Francorchamps, mais c'est vrai qu'en fait, il était tout puissant. Il ne voulait surtout pas changer. Il ne voulait surtout pas évoluer. Et la personne, en plus, voilà. Je ne regrette pas le moment de Bernie Ecclestone. J'ai pas connu cette période-là non plus, donc en fait, oui, je le dis, je suis certainement pas autorisé pour en parler. Liberty, c'est un autre monde. Ils ont mis à la Formule 1 un sérieux pied au cul, voilà, ça, on peut le dire. Il faut le dire. Les équipes, elles ont, je crois que du temps de Bernie Ecclestone, la F1 était gérée avec 50 personnes, on est à plus de 700. C'est une machine de guerre. Voilà. Liberty, c'est avant tout des organisateurs d'événements. Ça fait rêver les gens. Ça amène des gens dans des endroits improbables. Ça a créé de l'expérience client et spectateur exceptionnelle. Et un jour, en discutant avec eux, et je trouve que c'est très parlant, ils me disaient, mais tu sais, nous, Melchior, nous, en fait, on organise de l'expérience. Des fois avec des types qui se lancent à ballon, la NFL, des fois sur un terrain de hockey sur glace, et des fois avec des bagnoles qui tournent sur un circuit. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens, pendant l'événement, ils fassent waouh, tout le temps. C'est ça. Voilà. Et que quelque part, le moment du sport, ou le climax du Grand Prix, ou le climax de la finale de la NFL, le climax de je ne sais n'importe quoi, ce soit un climax, mais que ça se cadre dans quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus wow. Et reconnaissons que cette approche, elle a eu un impact positif sur nous. Parce que ça veut dire qu'on a revu, on a changé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont venus au Grand Prix en 2022, ils ont eu une expérience waouh. Parce c'est vrai, il y a eu le Grand Prix, mais il y a eu tout le reste. Les stages, les concerts, l'environnement, le paddock, les animations tout au cours de la journée. Il n'y a plus une seconde où il ne se passe pas quelque chose. Et ça, reconnaissons que Liberty,
en nous déstabilisant, en nous poussant un peu dans le dos, on fait en sorte qu'aujourd'hui, on aura 110 000 spectateurs le dimanche, on aura presque 400 000 personnes sur les 3 jours. On aurait pu les remplir 2 fois. C'est ça. Donc ça crée l'événement, ça crée l'expérience. On devient aussi waouh qu'un Miami. On ne fait pas de l'eau artificielle. Oui, c'est un gros débat ça. On ne vire pas quand même là-dedans. Oui. Mais on a les plus belles stages, on a les plus beaux réceptifs. En termes d'hospitality, on est montré un exemple. L'année dernière, la Formule 1 nous prenait comme le standard en termes d'organisation du Paddock Club. Donc on était le top de l'organisation du Paddock Club. On est mieux qu'en Arabie Saoudite, on est mieux qu'au Qatar, on est mieux qu'aux États-Unis. Toujours bien sur le CV d'avoir ça. Francorchamps, c'est ça aussi. Francorchamps, c'est pas que le circuit historique. Il y a un truc qu'on ne nous prendra jamais. Oui. Il y a un truc qu'on ne nous prendra jamais, c'est le côté mythique, historique, plus beau circuit du monde. Ça, on ne le prendra jamais. Mais on sait qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Et tant mieux. Tant mieux, parce que ça veut dire que sur le reste, on doit aussi être meilleur que les autres. On doit aussi être au niveau... On ne peut plus, quelque part, se reposer sur le laurier d'être le plus beau circuit du monde. Non. On doit être... Et ce qui est extraordinaire, c'est que les équipes de SpaGP, petites, parce que SpaGP, c'est 6 personnes. Au moment du Grand Prix, c'est beaucoup plus, mais c'est une petite équipe. Ils rivalisent. Ils sont aussi bons, voire meilleurs que les autres. Ils ne se contentent pas d'avoir à leur disposition le plus beau circuit du monde. Non, ils organisent le plus bel événement du monde, la plus belle expérience. Ça a fait qu'on a discuté avec Tomorrowland, par exemple, pour essayer de travailler ensemble entre le plus beau circuit du monde et le plus beau spectacle, événement mondial du monde. Et quand on parle à Liberty de Tomorrowland, là, ils ouvrent les yeux. Quand tu parles aux gens de Tomorrowland de l'expérience client et spectateur qu'on fait par rapport au Paddock Club et par rapport aux événements qu'on organise, ils ouvrent les yeux. Donc nous, on doit réussir aujourd'hui à émerveiller Liberty. Ouais. Et ça, objectivement, reconnaissons que ça nous a permis d'évoluer et d'avancer. Et puis alors, Liberty avec Netflix, avec la pipolisation de la F1, avec la compréhension de l'impact image que peut avoir la F1 sur le monde, Liberty, c'est chapeau, quoi. Voilà. Avant, la F1, il y avait beaucoup moins de monde qui regardait et c'était essentiellement l'homme européen. Aujourd'hui, tout le monde regarde. Ouais. Hommes, femmes, jeunes, vieux, quelle que soit son origine mondiale, c'est devenu un sport populaire mondial. Voilà, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit l'origine. Ça, il faut leur laisser, quoi. Ils ont réussi à faire ça. Alors, cela implique qu'ils deviennent très, très forts. Oui. Et notre interlocuteur, il est très, très, très fort. Ce qui ne facilite pas les négociations, j'imagine. Je concède. Mais voilà, au moins, il y a eu ça de très positif. Et quelque part, nous, ça nous permet d'être meilleurs et ça nous tire globalement vers le haut et ça, tant mieux. Pour finir sur ce côté finalement évolution, moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous avez fait pour finalement réimaginer Spa-Francorchamps sous l'ère Liberty Media? Parce qu'il y a ce côté, on l'a dit, mythique, ADN historique qu'il faut garder et qui se garde par la force des choses. Mais comment on fait pour garder ça et le faire évoluer au standard actuel avec une médiatisation qui n'a jamais été aussi populaire pour la F1? Vous le disiez avec Netflix, ça a un succès de fou. Aux US, c'est en train d'exploser. 3 Grands Prix cette saison. Voilà, comment on fait pour... en termes 3 Grands Prix pleins avec des tarifs totalement démentiels. Les shows à l'américaine aussi. Ça explose, Mais comment on fait justement d'un point de vue à la fois communication et aussi image pour faire évoluer un circuit comme le circuit de Spa? Avec les équipes qu'on a, parce que c'est des petites équipes. Donc ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les équipes de SpaGP, donc Vanessa Mas et ses équipes, elles se sont totalement transformées. Elles ont dit, c'est en fait un cadeau qu'ils nous font de nous repenser et de faire évoluer le circuit. Alors, l'avantage, c'est quand vous devez vendre SpaGP et le circuit de Francorchamps, il ne faut pas expliquer longtemps aux gens la magie. Bien sûr. L'a priori, il est plutôt positif. Mais il faut le faire vivre, il faut le faire évoluer. Donc là, voilà, c'est le gars qui vend une Ferrari, c'est plus facile, quoi. Voilà, il n'y a rien à faire. Voilà. Si le type en face a les moyens de l'acheter, normalement, ça devrait le faire. Voilà. C'est parce qu'on vend... le côté rêve, le côté exceptionnel, on n'a pas tellement besoin de le vendre parce qu'on sait qu'il est là. Mais toutes les équipes se sont transformées, elles ont créé des partenariats, elles ont été chercher ce qu'on a de meilleur en Belgique. Il y a un truc sur lequel on doit encore un peu évoluer, c'est l'élément de sponsoring. Parce qu'en Belgique, c'est pas évident. Il n'y a pas vraiment cette logique. Il y a pas... S'afficher avec la F1, ça reste pas évident. Voilà. Alors, c'est beaucoup
mieux vu qu'il y a 5-10 ans, et je pense que demain ce sera encore plus positif parce qu'il y a cette évolution de la F1 elle-même, mais ça reste pas évident, mais sur tous les autres aspects, ils se sont transformés. Et puis alors aussi, l'excellente relation entre la F1 et le circuit en tant que tel. Ouais. Il n'y a pas un investissement qui ne se fait pas sans qu'on se parle, il n'y a pas une évolution qui ne se fasse pas sans qu'on se parle, il y a une volonté d'aussi être au top et au maximum pour tous les événements, en ce compris la F1. Donc tout ça fait qu'ils ont pu véritablement se transformer, et je crois qu'on aurait su le faire sans Liberty, mais reconnaissons que Liberty nous a un peu poussé dans le dos pour qu'on le fasse un peu plus vite et peut-être un peu mieux. Alors vous l'évoquiez, il y a cet aspect négociation qu'on imagine être constant pour pouvoir organiser un Grand Prix d'une telle ampleur. Ouais. On ne va pas revenir sur votre carrière, mais évidemment, vous avez un passé dans le monde politique. Est-ce que ça vous sert, par exemple, dans la façon de négocier au quotidien avec des gens comme Liberty? Parce que, voilà, on imagine que tout se négocie. Ça peut aller du prix des places. Non, vous n'imaginez pas. Dites-nous. Tout se négocie. Ouais. Oh, ouais, non, tout se négocie. Et on négocie avec un partenaire qui, donc à la mode américaine, déjà, qui ne sont pas tout à fait nos standards. Ça veut dire que c'est des contrats qui prennent des milliers et des milliers de pages. Voilà, ça, c'est le mode américain. Voilà, oui, c'est vrai que tout se négocie avec des clauses de confidentialité partout, avec des interdictions de se parler avec les autres promoteurs. Enfin, voilà, c'est pas évident. Et avec un interlocuteur qui est fort. Voilà, aujourd'hui, le nombre de circuits qui veulent la Formule 1, c'est tous. C'est ça. Chaque pays veut son... Tous les pays le veulent, tous les pays sont prêts à payer, il n'y a plus de limite. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on négocie. Donc on a quelqu'un qui est outillé, fort en face, et qui a un produit qui est hyper demandé. C'est ça. Il y a pire comme position de négociation. Oui. Donc voilà. Mais évidemment... Je préférais qu'on paye moins cher. Évidemment, je voudrais avoir plus de facilité de négociation avec eux, mais je dois dire que j'ai toujours eu en face de moi un partenaire correct, dur, exigeant, fort, mais correct. Par contre, ce qu'il faut rajouter, c'est que le fait d'être mythique, le fait d'avoir eu les plus belles organisations du monde, aujourd'hui ne suffit plus. Oui. Et c'est pas qu'une question d'argent, hein. En termes d'infrastructure aussi, par exemple? Non. En termes de répartition mondiale, ils veulent 8 Grands Prix au niveau européen. Ça, c'est la logique. Et 8 sur 24, globalement, par rapport à ce que représente l'Europe. Alors, sur l'histoire, on peut se raconter tout ce qu'on veut, c'est beaucoup. En termes d'impact, merchandising, médias et population touchée, c'est beaucoup trop. Hein. Donc, évidemment que je suis un fervent défenseur d'un plus grand nombre de Grands Prix en Europe, c'est mon intérêt. Mais j'essaie de comprendre leur logique. Oui. C'est pas mal 1 sur 3. C'est pas mal en fait. Voilà. Mais donc, ça c'est le cadre de négociation dans lequel on est. Et donc, évidemment, il y a l'argent, mais entre Grands Prix européens, on sait qu'on paye moins que tous les autres Grands Prix du monde entier. Bah oui, parce qu'il faut savoir aussi que les Grands Prix dans les pays européens... Vous payez pour que la F1 vienne chez vous. Non, on paye beaucoup moins que tous les autres. Donc l'Europe, qui est le continent le plus cher, le plus riche, est celui qui, pour la F1, paye le moins. Voilà. Alors, c'est parce qu'on sait que dans d'autres endroits, c'est d'autres types qui payent, dans des circonstances qui n'est pas notre modèle, et je m'en réjouis. Mais l'Europe, aujourd'hui, les Grands Prix qui payent le moins cher pour accueillir la Formule 1, ça reste l'Europe. Ça reste l'Europe. Et particulièrement la Belgique. Enfin, la région wallonne surtout. Hein. Voilà. Donc, voilà, ça, c'est le cadre de négociation. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, on a pu rassurer Liberty sur notre capacité d'investissement. On a pu rassurer Liberty, on a même séduit Liberty par rapport à notre capacité d'organisation. On n'a pas besoin de séduire Liberty sur la Formule 1 et notre histoire, ils le savent. Hein. Stefano Domenicali, il sait ce que c'est Francorchamps. Oui, ancien patron d'écurie aussi, baigné dans le sport moteur depuis tout jeune. Pas besoin de lui expliquer, voilà. Maintenant, on doit rassurer sur notre capacité de maintenir ce niveau d'exigence en termes d'événements, les éléments d'équilibre à l'intérieur des différents Grands Prix européens, le lien aussi avec les écuries en tant que telles, le lien avec leurs major sponsors. Je comprends aussi que pour Liberty, avec ce qu'a investi Red Bull, pas avoir de Grand Prix en Autriche, compliqué. C'est peut-être compliqué. Ne pas avoir de Grand Prix en Angleterre alors que toutes les écuries sont localisées en Angleterre, c'est compliqué. Il n'y a pas de Grand Prix en Allemagne, alors que Mercedes,
objectivement, c'est questionnant. Il n'y a plus de Grand Prix en France, alors qu'il y a Alpine quand même. Donc, il y en a d'autres qui sont au moins... Ils n'ont pas la magie du circuit, hein, les autres. Ouais. C'est pas anormal qu'ils se posent la question. Ouais, quoi, ouais, voilà. Donc nous, aujourd'hui, quelque part, on sait que malgré le fait que politiquement, il y a une vraie unanimité belgo-belge, alors merci la région Wallonne, parce que c'est quand même eux qui financent, mais on est même soutenu par tous les niveaux de pouvoir. On a une expérience qui est state of the art d'un point de vue mondial, et on a un circuit historique. Mais aujourd'hui, voilà, ça suffit plus. Bien sûr. Oui. Donc on négocie. Et justement, on va parler un peu de calendrier. Par exemple, si on prend 2022 à 2023, vous avez été renouvelé pour 1 an. Du coup, comment est-ce que vous faites pour, par exemple, 2024 ? Vous l'avez dit, c'est pas qu'une question de coût, mais donc il faut venir avec des nouvelles propositions, plus, on va dire, événementielles. C'est un petit peu ça la logique, en leur disant, voilà, vous savez, le circuit, on n'a plus besoin de vous prouver qu'il est bien, etc. Par contre, voilà ce qu'on peut vous apporter cette année-ci en termes événementiels qui pourrait vous intéresser. C'est un peu ça, comment ça se passe à l'heure actuelle ? Et sans faire augmenter le prix. Voilà. Ah ouais. C'est la négociation du moment. Trouver le juste équilibre entre entertainment et s'inscrire aussi, et là c'est vrai qu'un peu peut-être la politique, et s'inscrire aussi dans une logique politique de ne pas regarder que la Belgique, savoir que la Belgique, elle fait partie d'un calendrier international, elle fait partie d'un calendrier avec les Grands Prix européens. Voilà, il y a toutes ces logiques-là qu'il faut pouvoir regarder. Et c'est vrai que je pense que si on demandait à Liberty comment est-ce qu'il nous voit, il nous voit comme un partenaire fiable et correct. Voilà. Et donc on doit continuer à être ce partenaire fiable et correct en étant force de proposition. Et c'est ce qu'on fait pour le moment. C'est intéressant, vous venez d'évoquer un peu l'idée du positionnement de la Belgique sur la scène internationale finalement grâce à ce Grand Prix. Est-ce qu'il y a une vraie conscience, ça par exemple, au niveau des autorités, de se dire, voilà, on a un événement qui est mondial et ça sert nos intérêts finalement quelque part ? Oui. Je suis bien placé pour savoir qu'en politique, c'est difficile d'avoir des consensus. Sur Francorchamps, oui, il y a un vrai... Enfin, pour le renouvellement de 2023, on a eu le soutien de tout le monde. Voilà. Tout le monde. Alors, avec mention spéciale pour la région Wallonne, parce que c'est eux le moteur, hein, c'est bien clair, sûr, mais il y a eu un alignement total de l'ensemble des forces politiques, et ça, c'est quand même très, très positif, quoi. Et c'est reconnu par Liberty. Ils le savent. Ils le savent. Et je vais poser la question autrement, mais justement, est-ce que la façon dont Liberty a changé le visage un petit peu de la F1 en prônant finalement un sport qui est beaucoup plus... qui prône la diversité, le respect de l'environnement, etc. Est-ce que ça, par exemple, ça a un impact aussi sur... Vous l'avez évoqué pour le circuit, voilà, évidemment, dans la façon dont vous organisez l'événement, où vous réfléchissez aux choses, ça a un impact sur vous. Mais est-ce que, par exemple, au niveau, on va dire, plus... pouvoir et politique, ça a aussi il y a une prise de conscience disant si eux le font, nous on doit le faire aussi. Mais évidemment, donc Liberty a réussi à... la F1 du temps d'Ecclestone, c'était un peu le truc polluant pour riches de quelques nantis. Voilà. Aujourd'hui, c'est devenu le sport populaire, apprécié par tout le monde et reconnu dans sa diversité mondiale, et qui se veut en plus avoir une volonté d'évoluer vers quelque chose de plus vert. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut parler de la F1. Il y a 5 ans, un politique était gêné de parler de la F1. Aujourd'hui, c'est bankable. Voilà. Aujourd'hui, être un Grand Prix de Formule 1, c'est hype. Il y a 5 ans, on était gêné. Ça, il faut reconnaître que... Alors, vous aurez toujours des exceptions dans un sens que dans un autre, mais d'une image où il fallait être vraiment amoureux de la F1 pour regarder un Grand Prix, on n'osait pas trop le dire, hein, parce que quand même. Hein, donc il y avait vraiment que les passionnés qui suivaient, il y en avait quand même beaucoup, hein, mais enfin, ok, on est passé à quelque chose de hype. Aujourd'hui, la F1, c'est hype. C'est reconnu, mais même les plus jeunes, dans toute sa dimension, parce que tout le monde est amoureux de Charles Leclerc ou de Lando Norris. Tout le monde connaît le patron de Haas, alors que c'est une équipe qui ne fait pas de résultats. Voilà, ce truc Netflix, ce côté un peu entertainment, en termes d'image et de com mondiale, c'est un masterclass. Oui, c'était un bon coup de génie à l'époque. Il faut dire ce qui est. Et ils y ont mis les moyens, ils y ont mis l'investissement. Chapeau bas, quoi. Voilà, tout le monde est devenu une star en F1, quoi. Alors je reviens un tout petit peu en arrière sur un élément que vous avez abordé, c'est cette question aussi de
génération, puisque vous le disiez, le public de la F1 aujourd'hui est de plus en plus jeune, diversifié. Il y a aussi un facteur qu'on peut pas nier, c'est que les pilotes de F1 sont eux-mêmes de plus en plus jeunes quand ils commencent leur carrière. On a par exemple des Lando Norris, des Charles Leclerc, même de Max Verstappen. Je crois qu'il a commencé 17 ans, 16, je crois qu'il a gagné son premier Grand Prix sans permis, lui. C'est ça, oui, exactement. Ouais. Mais c'est aussi des gens qui viennent un petit peu de la génération digitale, qui font par exemple des streams chez eux, où ils conduisent des voitures virtuelles, ce qu'on appelle dans l'e-sport, des jeux de simulation en e-sport. Est-ce que ça vous force aussi à repenser un petit peu la manière dont vous, on va dire, vendez le circuit à ces jeunes générations? Comment on fait pour convaincre un jeune aujourd'hui d'aller sur le circuit de Spa-Francorchamps? Pas que pour la F1, mais vraiment pour lui dire, voilà, et aujourd'hui, on est à un circuit dans l'air du temps qui se modernise. Quel est le travail derrière? Bien sûr, dans la com, il y a toutes les logiques de réseaux sociaux. Les équipes de Séverine Sirland font un travail exceptionnel, parce que il faut savoir que vous postez un truc Spa-Francorchamps, ça part dans tous les sens, quel que soit le réseau social, quel que soit quelque part l'âge des gens à qui vous vous adressez, ça part parce que voilà, ça parle aux gens. Ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit utiliser. Et évidemment, les pilotes, ils ont compris qu'ils étaient une magnifique marque, eux-mêmes, par rapport à leur carrière personnelle et par rapport aussi à leur porte-monnaie. Voilà, donc ça joue là-dedans. Et nous, c'est clair que surfer là-dessus, ça aide pour le circuit. Donc effectivement, que tout ce qu'on peut faire par eux, à travers eux, via eux, on le fait. Et puis alors, il y a un troisième volet qui est des nouvelles sources de revenus qui vont venir aussi par rapport au circuit. Ce dont on discute beaucoup aujourd'hui, c'est tous les droits de propriété intellectuelle par rapport au tracé du circuit. Oui, d'accord. Voilà, donc par exemple, pour tous les jeux, les e-games, ainsi de suite. Voilà, ça, c'est des choses que l'on vend, que l'on valorise pour essayer de valoriser le joyau du circuit en tant que tel de manière optimale. Donc, comme on le voit, il y a nous cette logique de com interne qui est fondamentale. Et je redis, ce paradoxe entre com local qu'il faut absolument valoriser, qu'il faut garder tout dans un environnement mondial, pas évident. Cette logique de utiliser au maximum tous les nouveaux produits de la F1, et les nouveaux produits de la F1, ça va du merchandising aux réseaux sociaux, des pilotes en tant que tels, parce que tout ça aujourd'hui vit à sa propre vie, à sa propre existence, et ce sont quelque part toute une série de produits, de marques que l'on doit nous valoriser. Et puis, dernier élément, c'est les nouveaux marchés pour le circuit, comme par exemple celui des e-games, qui est à mon avis celui qui est le plus parlant et le plus... Mais pas facile, parce que qu'est-ce que ça vaut ? Qu'est-ce que ça vaut à tracer le circuit ? C'est pareil, c'est chaque fois un peu quelque chose, c'est nouveau, et puis ça monte très très vite, puis il y a un peu de spéculation, il y a un peu de voilà, ça fluctue, il y a des gens qui sont spécialisés en la matière, des gens qui essayent de vendre leur service par rapport à cette valorisation de l'outil. C'est pas évident, parce que voilà, c'est des marchés sur lesquels tout est en train d'évoluer, nous on doit être en avance. Mais en même temps, on ne doit pas se brûler les ailes. Vous évoquez cet aspect plus digital et jeux vidéo, mais par exemple, il y a le jeu F1 2023 qui va sortir, je crois que c'est le 16 juillet, si je ne dis pas de bêtises. Comment ça se passe, par exemple? Parce que eux, forcément, Spa-Francorchamps est dans le jeu. Est-ce qu'il y a une collaboration entre le circuit et le studio qui le fait? On ne peut pas utiliser quelque part la marque Spa-Francorchamps, le circuit Spa-Francorchamps, sans que nous ne l'ayons vendu et sans que nous l'ayons autorisé. Voilà. Alors certains jeux, alors je ne sais pas les tous, mais bon, il y a des jeux qui sont gérés par des championnats en tant que tels, il y a des jeux qui sont gérés par des boîtes, il y a des jeux qui sont des jeux purement privés où là c'est directement en négociation avec nous. Donc ça dépend du business model du jeu en tant que tel. Alors pour finir, le sport moteur, la F1, on l'a dit, c'est des sports qui nourrissent énormément de passion, qui sont incroyables à regarder, mais c'est aussi des sports qui comportent des risques. La question que j'avais envie de vous poser, il y a eu un événement quand même assez dramatique qui a eu lieu sur Spa en 2019. Pour recontextualiser, donc un Grand Prix de Formule 1 en général, c'est structuré en 3 jours. Il y a d'autres courses que la F1 qui se déroulent ce jour-là, dont les catégories inférieures de Formule, dont la Formule 2. Et donc effectivement, ce week-end de 2019, Antoine Hubert qui se crache en haut du raidillon, accident mortel. Comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour d'abord digérer la nouvelle et ensuite communiquer autour d'un événement pareil en tant que circuit? On vit mal, évidemment. C'est tragique. Et puis il y avait notamment donc, Antoine Hubert qui est décédé, puis d'autres qui étaient dans des états pas très agréables. Donc c'est compliqué. Et donc là, je pense que la seule manière pour nous de réagir
comme on peut. Hein. On ne sait pas bien réagir. Non, bien sûr, évidemment. Il faut réagir. On réagit comme on peut, oui. On a eu, évidemment, en plus, la famille était présente, donc on a eu pas mal de discussions avec la famille, en ayant aussi, en termes d'image et en termes d'annonce, une primeur par rapport à la famille. Ne pas montrer les images. Bien sûr, je suis assez vraiment favorable à cette politique de, à un moment, bloquer les images pour éviter un voyeurisme malsain en tant que tel. Tout ça a été fait. Et puis alors après, qu'est-ce qu'on doit en apprendre ? Qu'est-ce qu'on peut changer, faire évoluer en termes de circuit par rapport à cela. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a fait, notamment dans les évolutions par rapport au circuit, par rapport au dégagement Raidillon. Ouais. C'est en partie aussi un mieux par rapport à ce qui s'est passé avec Antoine Hubert. Ça reste un sport moteur, ça reste un sport dangereux. Hein, voilà. Et alors, je ne veux pas être mal compris dans ce que je dis, mais une partie de la magie réside aussi dans le risque. C'est clair, oui. Voilà. C'est comme ça aussi. Voilà, c'est un sport dangereux. Le goût du risque et le goût de... je pense qu'il n'y a personne qui ne regarde Monaco, par exemple, pour la course. Quelque part, le risque qu'ils prennent à cette vitesse entre des rails crée une partie de l'attractivité. On peut dire c'est malsain, c'est pas... Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est l'ADN du sport. It's part of the thing, quoi. Voilà, ça fait partie du sport en tant que tel. Et donc, nous, ce qu'on doit faire en termes de circuit, c'est continuer à véritablement faire nos investissements dans plus de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, ça reste la première priorité. Toutes les accréditations, nous les avons. Sur les éléments de sécurité, on ne les hésite pas. On a le grade 1 au niveau de la FIA. On devrait aussi avoir les éléments de grade par rapport à la moto pour pouvoir être en ordre avec les éléments de sécurité. Donc, on continue à investir en la matière. Mais c'est clair que, quand on voit un accident, il y a quand même toujours ce... Oula, il n'y a rien à faire. C'est quelque chose qui fait partie du sport auto, qui fait partie du sport moteur. Notre rôle, nous, c'est d'être respectueux dans les moments difficiles des personnes intéressées et d'être totalement transparent pour s'améliorer. Voilà. Et comme vous le disiez, le risque zéro, forcément, n'existe pas. Et il y a, moi, quelque chose qui... Bon, après, c'est peut-être pas forcément inhérent au sport moteur, mais c'est vrai que si, par exemple, on reprend le crash de Romain Grosjean à Bahreïn, boule de feu dans le feu d'écran, je me souviens, je regardais avec mon père et je me suis dit, le gars, c'est pas possible, il s'en est pas sorti. Le crash avec Antoine Hubert, il y a aussi une espèce de émotion instantanée, mais qui transperce l'écran aussi. Enfin, je veux dire, en tant que téléspectateur, je me suis dit, c'est pas normal en fait ce qui se passe. Je n'ose pas imaginer dans la vraie vie quand vous êtes sur le circuit ce que c'est. Non, c'est évidemment terrible. Ça me fait penser à mais ça me fait penser à autre chose. Il y a l'élément aujourd'hui. Allez, parce qu'il faut quand même aussi dire. En termes de sécurité, on a fait des progrès démentiels. Exceptionnel. Vous parliez de l'accident de Romain Grosjean. Je repense à celui de Zhou, là, quand il est... Oui, à Silverstone, très juste. Et là, en plus, on pourrait toucher... Je relisais l'histoire, parce que c'est les 100 ans du Mans cette année, je relisais sur l'histoire du Mans. Au Mans, je me remémorais cet événement où il y a eu plus de 60 morts parce que la voiture avait été dans les gradins. Donc on avait touché les spectateurs. Donc là, c'est encore une dimension où, quand on prend un risque pour les pilotes, quelque part, eux, it's part of the thing. Hein, voilà. Mais c'est pour les spectateurs aussi. Mais les spectateurs, voilà. Donc, c'est ça. Et on voyait Juan Nunzo, c'est parce qu'il était de l'autre côté de la piste. Il aurait pu blesser un commissaire. Bien sûr, et il est passé au-dessus des Tech Pro et s'est coincé entre la barrière et le Tech Pro. C'était complètement incroyable. Voilà. Donc, je pense qu'en termes de sécurité, on a vraiment fait des progrès démentiels. Donc, les voitures aujourd'hui, l'élément qu'on gère le moins bien, c'est l'autre. Bien sûr. Voilà. Donc, Grosjean, Zhou, c'est des accidents tout seuls. Ouais. Uber, c'est des voitures qui se rentrent dedans. C'est un enchaînement de circonstances. Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, qui reste extrêmement difficile. Et là, en termes de sécurité, alors moi, je suis pas un spécialiste, mais intuitivement, le fait d'avoir de plus en plus des éléments de simulateur
Ça veut dire le fait d'être de plus en plus dans des préparations en dehors de la réalité, où on ne court aucun danger. Il n'y a personne qui s'est tué derrière sa PlayStation. Quoi, hein. Enfin, c'est pas des PlayStation. Hein, enfin, à ma connaissance, non. Maintenant, tout est possible. Avec leur simulateur, pour prendre le mot optimal. Là, il y a quand même une réflexion à faire, quoi, parce qu'il ne faut pas qu'on se désincarne du danger. C'est ça, exactement. Donc autant il y a un vrai travail à faire du côté des circuits pour optimaliser leur infrastructure, ainsi de suite. Et objectivement, on ne fera jamais assez, mais on continue à le faire et ça doit rester la première priorité. Il y a un vrai travail dans la technologie liée aux voitures, et ça c'est mieux, le halo. Je suis gêné d'avoir dit que je trouvais ça laid. Oui. Bon, je pense qu'on l'a tous dit à un moment donné, mais quand on a vu les résultats, ça a sauvé des vies. Quoi. Je suis gêné d'avoir dit ça aujourd'hui. Voilà. Donc, tout ça. Et puis alors les coques. La nacelle de survie du pilote aujourd'hui. On arrive à faire des choses exceptionnelles. Sur les collisions et la désincarnation du danger par rapport au simulateur, là, je pense qu'il y aurait une vraie réflexion à faire. Il y a une vraie réflexion à faire parce que, intuitivement, en tout cas, ça ne me semble pas sain. Alors, Melchior, on arrive tout doucement au terme de ce podcast. Je dois aussi vous poser la question. Pronostic pour Spa cette année? Un petit Charles Leclerc qui monterait sur la première, ça va être compliqué quand même. Hein. Ça va être dur. Hein. Non, ça va être très dur. Non, cette année, si je dois faire un pronostic pour gagner de l'argent, je dis évidemment Max Verstappen, parce qu'en termes de probabilité, c'est véritablement ça. Et en plus, ce serait pas mal parce que c'est vrai qu'on aurait une belle marée orange très, 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 très heureuse. Ce serait pas mal d'avoir peut-être autour des Mercedes aussi à Francorchamps à ce moment-là un peu performante. On va voir après l'intersaison, on va voir dans les prochains Grands Prix. Voilà, une bonne course, quoi. Quelques bons petits dépassements, ce serait pas mal. Mais ce serait difficile. Mais si je dois pronostiquer, évidemment, je ne peux rien dire d'autre que Max, parce qu'objectivement, en termes de probabilité, il y a quand même beaucoup de choses qui gagnent. Et puis bon, il faut reconnaître qu'il est très, très fort aussi. Il est très fort. Et il marche sur l'eau, quoi. Voilà, c'est ça. Formule 1, je pense, et c'est pour ça que j'ai cette admiration telle pour Senna, parce que les 20 pilotes qui sont là, ils sont excellents. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours le fait d'être le meilleur qui vous amène vers la Formule 1, qu'il y a plein d'autres voies, mais en tout cas, les 20 qui sont là, c'est les meilleurs pilotes au monde. Voilà. Et le fait de rouler 24 Grands Prix dans une Formule 1 fait qu'en tout cas, vous devenez le meilleur pilote par rapport à tout le reste. Donc ça, c'est quelque chose qui existe. Mais je pense que comme ils sont tous tellement bons, ils sont tous à 99%. Le dernier truc, c'est vraiment la confiance en soi, le fait de sentir que vous êtes invulnérable. Ouais. Et aujourd'hui, Verstappen, c'est ça. C'est Hamilton, il a eu des couacs. Il n'est plus le Hamilton Leclerc, on sent que... Moi, j'aime bien Leclerc, mais on sent que... Et comme tendu, ils sont tous au top, avec les top voitures, au top à tout moment, un mini-grain de sel de confiance ou de doute, c'est ça qui fait la différence. Et celui qui doute le moins aujourd'hui, c'est Max. Ça, voilà, il ne doute pas. Déjà, intrinsèquement, il doute très peu. C'est que oui. Mais aujourd'hui, en plus, il marche sur l'eau. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui... tant qu'il n'y aura pas une espèce de petit cran d'arrêt, je pense qu'il est vraiment ultra dominateur, avec la meilleure bagnole en plus. Oui, il pilote un peu une fusée spatiale pour le moment, c'est assez impressionnant. Adrian Newey, on en parlait tout à l'heure de Adrian Newey, c'est le concepteur, je dirais, aérodynamique des voitures Red Bull. Voilà, ça, c'est des personnes dont on parle peut-être un peu moins, qui sont un peu moins connues, mais c'est des vrais génies, quoi. Ces gens-là qui font évoluer, et eux, ils ont un véritable impact outre la Formule 1. Et ça, c'est véritablement ce qui permet aussi à la F1 d'être un vrai moteur. L'homme qui voyait l'air, c'est comme ça qu'on le présente. En tout cas, il la traverse avec des dessins qui sont exceptionnels. Exactement. Melchior Wathelet, merci beaucoup d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était un vrai régal de parler automobile et sport moteur et de Spa-Francorchamps avec vous. Bonne continuation. Merci à vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour plus de Bullseye et salut.